Aquila Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. Bonjour et bienvenue sur le podcast Aquila Rebelle. Nous sommes très heureux de vous accueillir car c'est déjà l'épisode 99. Et nous avons le plaisir, la chance, puisque c'est sa deuxième visite dans notre podcast, d'accueillir Constance Rivière. La première fois que nous l'avions rencontrée, c'était lors du festival Époque, festival littéraire à Caen, et nous avions évoqué La vie des ombres, qui était un essai littéraire sur Frédéric Wiesmann, qui est décédé depuis peu, donc bien évidemment, ce podcast lui est dédié. Nous rencontrons à nouveau Constance Rivière pour son roman L'Incendiaire, paru aux éditions Stock. Un roman particulier puisqu'il parle de lanceur d'alerte. C'est l'histoire d'une femme qui voit venir le danger. Une si petite chose d'abord, à peine perceptible. C'est l'histoire d'une femme qui tente de prévenir que personne n'écoute. C'est aussi l'histoire de celle et ceux qui n'ont rien entendu, rien vu, rien compris. Mais le voulaient-ils ? C'est ce que nous allons évoquer, découvrir lors de notre entretien qui a été réalisé au Palais de la Porte Dorée, puisqu'elle est la directrice générale du Palais de la Porte Dorée. Le musée de la Porte Dorée, qui est bien évidemment le musée de l'histoire de l'immigration qui se trouve à Paris. Alors, pour nous accueillir, et comme c'est d'usage dans cette émission, le choix de Constance Rivière pour introduire ce podcast, c'est Rachid Taha, du groupe, rappelez-vous, Carte de séjour, qui nous accueille avec cette magnifique reprise Douce France. Que la Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous souhaite la bienvenue. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Mon bonheur.
gardé dans mon cœur. Douce France, douce France, dans mes mémoires, douce France. Ça me parle, ça dans mon élément. Je savais que ça allait tout de suite te parler. Alors, je me retrouve avec Constance Rivière. Je suis très heureux parce que voilà, ça fait quelques années maintenant enfin, quelques années, je crois que ça fait juste un an Ben oui, c'était il y a un an, finalement, après la sortie de ton livre précédent qui était sur Frédéric Wiseman. Voilà, qui s'appelait la vie des ombres. Tout à fait. Et on s'était rencontrés lors du festival qui s'appelait Époque, donc littéraire. Et j'ai vu que vous avez aussi, c'est pas mal d'en parler au début d'entretien, puisqu'on est là pour parler littérature. Bon, je crois que ça va déborder un peu, on va parler même autre chose que littérature, mais vous avez un prix littéraire. Alors, est-ce que tu pourrais dire qui? Tout à fait. Voilà, comment ça... Voilà. Donc, on est ici, on se retrouve au Palais de la Porte Dorée, où se trouve le musée de l'histoire de l'immigration. Et on a depuis maintenant plus de 12 ans un prix littéraire, le prix de la Porte Dorée, qui tourne autour des questions de littérature, de l'exil, de l'immigration, de la mémoire, de l'identité, de la transmission aussi. Qui a eu des récipiendaires devenus par la suite d'ailleurs très reconnus, comme par exemple Alice Zeniter ou Mohamed M. Bougarsar. Et là, on l'a remis récemment, la toute dernière édition du prix, à Yakuta Livkazakovic pour son très très beau livre sur sa mère et son histoire d'exil. Et je crois qu'aussi il y a une bande dessinée, si je ne me trompe. Exactement, c'est tout à fait exact. On a à la fois un prix décerné pour le roman et on a un prix décerné pour la bande dessinée, qui est aussi une manière pour nous de porter ce genre littéraire très important, avec d'ailleurs de plus en plus de très beaux livres qui portent sur les questions d'exil, de migration, qu'on a ouvert aussi aux questions liées à l'aquarium tropical qui se trouve au Palais de la Porte Dorée sur la biodiversité et l'environnement. Et cette année, le prix a été décerné à la bande dessinée Mohib sur le parking, qui traite en réalité du quotidien d'un jeune exilé dans une banlieue de Bruxelles, de la monotonie, de la lenteur, des sentiments aussi qui peuvent se dévoiler, qui est une bande dessinée très fine, très, très juste, très belle. Bon, c'est très émouvant parce que tout à l'heure, je viens d'arriver. Je rentrais, des groupes, un groupe d'enfants sortait. Et alors là, c'était multiculturel. Et c'était très très émouvant parce que donc on se trouve ici dans le musée de l'histoire de l'immigration, qui m'a rappelé Carole, ta secrétaire, qui avant était le lieu de l'exposition coloniale. Ce qui n'est pas rien, ce qui est un incroyable... tout à fait. C'est un retournement. Un retournement. Vraiment une révolution totale de la mission au départ de ce musée qui a été le musée des colonies et qui aujourd'hui est le musée national de l'histoire de l'immigration. On essaye d'être un lieu de déconstruction des préjugés, des stéréotypes et donc de la propagande qui a été à l'origine de sa fondation. Bon, et puis bravo parce qu'il y a une reconduite, non pas à la frontière, mais au musée ce musée-ci précisément. C'est le ministère qui te donne l'autorisation d'être à nouveau présente ici pour encore 3 années, c'est ça, non? C'est ton 3e mandat? C'est mon 2e mandat. Je suis nommée par le Premier ministre. On a 4 ministères de tutelle, la culture, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et l'intérieur. Et donc, voilà, ils m'ont accordé leur confiance pour un second mandat. J'en suis très heureuse. Bon, bravo. Moi, je voudrais qu'on commence tout de suite par, si tu veux bien nous lire... alors, bon, ce sont les dernières pages du livre, qui sont en dehors du livre, mais qui ont une importance, je pense, primordiale par rapport à ce dernier texte qui a été écrit, et puis qui définit aussi la femme que tu es. Donc, ça me ferait énormément plaisir si tu veux bien lire à qui est dédié ce livre, en tout cas. Donc, le roman L'incendiaire, il commence par une dédicace, mais il se termine par une dédicace qui est importante. Et pour moi, c'était fondamental que ce soit
après la lecture du livre, qu'on ait cette adresse en quelque sorte. À qui est dédié ce livre ? Je vais donc le lire. Aux femmes et aux hommes qui se battent pour la vérité au sacrifice de leur vie, à celles qu'on ne veut pas entendre parce que leurs mots dérangent, à celles à qui on a un jour craché dans la bouche, au corps qu'on dompte pour qu'ils plient quand on le leur demande, aux petites filles qui sont, dans le monde, les premières victimes de violences, aux femmes qu'elles tentent de devenir et à ceux qu'il faut de force pour y parvenir. Merci. Non, parce que je pensais à ces jeunes enfants là, que je viens de croiser, là, et je me disais... quand est-ce qu'il y a eu ce premier moment ? On va revenir bien évidemment à l'incendiaire, mais justement, c'est lié. Dans l'enfance, est-ce qu'il y a un souvenir d'un événement où on se dit il y a un autre monde, parce que ce monde-là qu'on me présente n'est pas exactement il y a un sous-monde et qui serait extrêmement violent, brutal, et il y a une injustice. Est-ce qu'il y a un moment où ce moment est arrivé, il y aura une mémoire de ça ? Je ne sais pas, c'est difficile. Sans doute que vous avez raison. La littérature, elle plonge ses racines très profondément dans l'enfance. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de l'enfance qui ressurgit dans tous mes livres. Est-ce que je suis capable d'identifier un moment qui a été fondateur ? Je ne crois pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que... je suis persuadée que naître fille dans le monde dans lequel on est conduit à des expériences de violence, de brutalité, de tentatives d'appropriation qui sont très marquantes pour la suite. Donc si je dis ça, c'est que c'est pas rien parce que je vais citer le nom des 3 romans qui ont été écrits. Il y a Une fille sans histoire, La maison des solitudes, et puis La vie des ombres. Quelque chose qui est un peu... tout ça est un peu, on dirait, caché, un peu en retrait. Mais là, il y a un titre sur le dernier qui s'appelle L'incendiaire. Et si je dis tout ça, c'est parce que en te côtoyant un petit peu, et puis en regardant aussi ton parcours, il y a quelqu'un qui se dresse. Et qui ne négocie pas, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que voilà, ce dont on va parler, on va vite tout de suite dans le sujet, mais il y a aussi le fait aussi même, en tout cas d'être dans un lieu aussi professionnel, d'être là et de ne pas courber les chines et d'être présente et de défendre quelque chose. Alors, on est dans ce roman L'incendiaire, il y a un personnage qui s'appelle Alexandra. Est-ce que c'est facile ou pas de choisir tout de suite le prénom parce que tu vas passer un petit peu de temps avec elle, je veux dire, quand on décide un prénom, Alexandra. Alors, c'est pas toujours facile. En l'occurrence, Alexandra est dans son prénom le point de départ de ce roman. Le roman, on en parlera peut-être, revisite la figure de Cassandre dans notre époque contemporaine. Et l'autre prénom de Cassandre, c'est Alexandra. Et je trouvais ça très fort par rapport à toute la question qui est celle de la tentative de dévoiler un secret, d'avoir ce prénom en quelque sorte caché, ce prénom qui, dans sa composition, comprend l'homme, puisque Andros c'est aussi l'homme, et donc Alexandra, elle a cette espèce d'ambivalence d'être à la fois extrêmement féminine et de vouloir être par le pouvoir de la connaissance l'égal des hommes et reconnue comme leur égal. Et vous avez raison, elle se dresse. C'est peut-être d'ailleurs la différence avec les précédents livres, c'est que dans celui-là, il y a une tentative de réappropriation et de ne pas se laisser prendre par le cours du monde qui vous imposerait de rester à votre place. Alexandra, c'est celle qui ne veut pas rester à sa place. Donc, ça se passe dans une ville moyenne, on va dire. Oui, petite ville. Petite ville, quoi, de province. Il y a une usine chimique qui produit des... Oui, qui est une usine qui crée des produits chimiques pour d'autres usines. En réalité, des produits qui vont servir à adoucir des vêtements, à en rendre d'autres imperméabilisants, à donner des propriétés pour l'industrie automobile particulière. Donc, c'est une usine d'où sortent des produits que le profane ne comprend pas, donc dont le contenu même est mystérieux. Bon, dans cette ville, il y a forcément un maire qui est le père
d'Alexandra. Oui. Alexandra, elle revient dans cette ville d'enfance, et elle va travailler dans cette usine. C'est pas ce qui manque, les exemples au niveau de la vie qui nous entoure depuis tellement d'années. Comment toi, on va parler. Quelle est la mèche qui a allumé quelle est la flamme qui a allumé la mèche là, pour toi au niveau de tous ces récits? Et puis depuis combien de temps finalement c'est en toi cette histoire là? C'est une histoire à laquelle je réfléchis et sur laquelle j'écris depuis un peu plus de 5 ans, qui a commencé en réalité au moment où j'ai écrit mon premier roman. Qui Une était fille sans Une fille sans histoire. Une fille sans histoire, c'est l'histoire d'Adèle, une fille qui s'invente une vie au milieu d'un drame collectif qui est celui des attentats du Bataclan en 2015. C'est une femme qui ment et que tout le monde croit parce que son mensonge correspond exactement à l'histoire que les uns et les autres ont envie d'entendre. Et dans le moment où ce livre est sorti, j'ai commencé à travailler auprès de personnes qu'on appelle des lanceurs d'alerte, donc qui essayent d'alerter sur des risques dans leur environnement professionnel et qui ne sont pas écoutés. Et donc j'écrivais sur une femme qui ment et que tout le monde croit, et je rencontrais dans ma vie quotidienne des personnes qui disaient la vérité et que personne n'écoutait. Et donc le point de départ, en quelque sorte romanesque, c'est cette espèce de miroir inversé de la parole qui n'est pas entendue parce qu'elle dérange. Et donc ça a été le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est en commençant à essayer de lire sur les lanceurs d'alerte, de lire beaucoup de textes, notamment de sociologues comme Château-Renaud, de livres de la littérature, regarder des films aussi, parce que je pense que le cinéma, bien plus que la littérature, s'est emparé de ce sujet-là. Je suis retombée de manière récurrente, évidemment, sur la figure de Cassandre. Et j'ai découvert que le point de départ de la malédiction de Cassandre, donc Cassandre, c'est celle qui, dans l'Antiquité, voit l'avenir mais que personne n'écoute, c'est elle qui voit la chute de Troie, qui sait que dans le cheval il y a les Grecs, que si on laisse rentrer le cheval, les Grecs vont venir détruire la ville, et elle le dit à tout le monde et personne ne l'écoute. Que cette malédiction-là, elle est liée à la tentative de séduction d'un dieu sur elle qui fout de rage qu'elle ne se donne pas à lui crache dans la bouche, et qui par ce crachat rende sa parole inaudible pour le reste du monde. Et là je me suis dit, en fait, tout d'un coup on a un lien qui est incroyablement fou, romanesque, tragique, entre cette difficulté à être entendue et cette violence qui est faite de manière récurrente dans l'histoire sur le corps des femmes. Le mot silence, est-ce que tu peux nous parler du silence ? Le silence, il est double. Le silence, il est celui qu'on s'impose à soi et celui qu'on vous impose. C'est et ce qui va se passer, Alexandra, c'est Alexandra, d'abord quelqu'un qui traverse le silence dans ses différentes phases. C'est-à-dire que elle accepte... c'est quelqu'un qui d'abord est silencieux et qui écoute, qui pense que le silence est un refuge. Ensuite, c'est quelqu'un qui subit la violence du silence, c'est-à-dire de personnes qui ne répondent même pas à ce qu'elle dit. C'est pas seulement des gens qui essayent de la faire taire, c'est d'abord des gens qui lui opposent un silence, et donc elle se noie dans le silence. Et ensuite, c'est quelqu'un qui fait le choix du silence comme mode de résistance aussi à la violence du monde. Donc le silence, il est beau, il est doux, il est violent, et puis il est aussi, comme dans Le silence de la mer de Vercors, d'une certaine manière, qui est un livre qui, je pense, fait partie du panthéon de la littérature pour moi. Ce qui est intéressant dans le livre aussi, dans ce roman, c'est l'intime, et puis l'extérieur, la société, c'est-à-dire l'intime par rapport à un papa, et puis par rapport à un compagnon, et puis par rapport à une société. Comment on se dépatouille avec tout ça ? C'est la question de l'intime, mais c'est aussi la question de l'institution. C'est-à-dire que ce que j'interroge dans le livre, c'est la manière dont l'institution, entendue au sens large, c'est-à-dire comme collectif, peut se fermer quand elle est perturbée dans son fonctionnement global. Et pour moi, l'institution, c'est pas seulement un collectif de travail ou une institution publique, c'est l'institution de l'usine, c'est l'institution de la mairie
et c'est aussi l'institution qui est la famille. Et donc ce silence qui est opposé aux paroles dérangeantes, on le retrouve dans l'ensemble de ces niveaux-là, et ça a pour conséquence une solitude extrêmement grande. C'est tous les mécanismes en réalité du sacrifice qu'on retrouve dans les textes de René Girard, où la solution la plus efficace, la plus expéditive en quelque sorte pour un collectif de s'en tirer quand il y a une difficulté, c'est de désigner une victime sacrificielle, de le laisser seul se consumer pour pouvoir retrouver un fonctionnement collectif satisfaisant. Dans ce roman, on a l'impression que c'est une pièce théâtre antique, hein, parce qu'effectivement, il y a une tragédie, il y a un sacrifice. Oui. Ouais. C'est exactement ça. Je ne pense pas l'avoir conçu comme ça dès le départ, mais ça s'est imposé. Et en réalité, j'ai réalisé en écrivant que le lanceur d'alerte est de nos jours la figure tragique la plus pure, puisque c'est quelqu'un qui dit une chose, qui comprend à un moment que ce qu'il dit ne peut pas être accepté et qui continue malgré tout. C'est quelqu'un qui va vers sa perte et tout est écrit à l'avance. D'ailleurs, j'écris à un moment... à ce moment du livre, on a envie de la prendre dans nos bras et de lui dire « Arrête, sauve-toi », mais elle ne peut pas s'arrêter parce que quand on a commencé à s'ériger en figure de justice, cesser ce parcours-là, c'est renoncer à être qui on est, et ça, je crois que c'est impossible. Bon, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que ça parle même de la construction, c'est-à-dire que peut-être que ça te dépasse toi-même, c'est par rapport à ces 5 ans où il s'est accumulé des informations, une sensibilité par rapport à cette histoire. Quand on l'attaque, ce sommet-là, comme ça, pour arriver tout là-haut, là, on a un papier, on a un petit cahier, il y a déjà quelques petits mots qui sont notés, des phrases, des directions. Comment ça, c'est tortueux, comment on progresse là? Le livre, il est construit en 3 parties qui, je pense, répondent un peu à la question sur la manière de l'écrire. Il y a une première partie qui est extrêmement romanesque du récit assez classique depuis l'arrivée d'Alexandra dans cette usine de produits chimiques jusqu'au moment où l'usine prend feu et où elle disparaît. Il y a une deuxième partie qui est une partie où je tourne autour d'elle, à la fois moi comme écrivain et donc avec les éléments de réflexion que suscite l'incapacité qu'ont eu les gens à écouter ces alertes, mais où aussi je vais interroger les différents personnages autour d'elle. Et là, je dirais que pour la première partie, elle est écrite d'un souffle, puisqu'il s'agit aussi de retrouver la jouissance qu'on peut avoir dans la littérature au page-turner, où on a envie de savoir comment on avance. La deuxième partie, elle est plus réflexive et elle m'a conduit à interroger beaucoup de gens, non pas seulement des personnes qui ont lancé des alertes, mais aussi des personnes qui ont été alertées et qui n'ont pas écouté. Donc là, j'ai pris des notes en continu pour essayer de comprendre ce mystère de notre surdité à ce qui dérange. Et puis la deuxième partie revient plus dans l'ordre du tragique, puisqu'on retrouve la voix d'Alexandra et où elle dit sa vérité, et donc elle est dans la continuité de la première partie. Le mot disparition maintenant. Disparaître. Oui, Alexandra est une femme, au point de départ du livre, Alexandra est une femme qui disparaît. Et elle disparaît de toutes les manières possibles. C'est-à-dire qu'elle disparaît physiquement, elle part de la ville et on n'entend plus parler d'elle. Mais elle disparaît aussi des mémoires. C'est-à-dire que cet effacement, il est un effacement qui est volontaire, puisqu'on voudrait faire comme si ce dérangement-là n'avait jamais existé. Et donc, même sur l'incendie, même alors que des questions auraient pu se poser de savoir si elle a eu ou non une responsabilité dans l'incendie qu'elle n'a cessé d'annoncer et qui finalement a lieu, on préfère ne plus parler d'elle et faire comme si elle n'avait jamais existé. Et je pense que cette double disparition, en quelque sorte, elle est très fondamentale
pour comprendre aussi la violence qui peut être faite à la femme qui s'extrait de la place qui lui est assignée, puisque non seulement on lui demande de partir, mais on lui demande aussi de faire comme si elle n'avait jamais existé. On parle du Louvre là depuis quelques jours, depuis un mois. Est-ce que en se promenant au Louvre, il y a des tableaux où Cassandre serait présente et qui t'auraient inspiré aussi pour l'écriture de l'incendiaire? Je sais pas, c'est une bonne question, j'irai voir. Je sais pas, ou ailleurs d'ailleurs, hein, parce que là on est dans ton bureau, il y a une œuvre d'art et voilà, on pourrait définir comment un patchwork en tout cas. Oui, c'est un patchwork extrêmement coloré qui est une œuvre béninoise, qui est une sorte de revisitation des codes très contemporains autour des icônes, des emojis, du numérique, qui vient interpeller le visiteur, qui va être pris à la fois dans un souvenir peut-être plutôt des œuvres de Matisse et dans une activation d'une iconographie pop contemporaine. Est-ce qu'il y aurait je sais que la musique c'est extrêmement important pour toi. Est-ce qu'on écrit avec, est-ce qu'on est bouleversé par une œuvre et du coup ça vient s'alimenter avec ce qu'on est en train de créer dans un instant précis, quoi. La musique ? Ouais. La musique a été très importante quand j'ai écrit La Maison des Solitudes, notamment parce que c'est un livre qui porte en partie sur la mémoire de ma grand-mère, qui était d'une famille de musiciens, pianistes et chanteurs, où donc son rapport à sa propre famille et à sa propre mémoire était extrêmement lié à la musique et au piano. Et donc pour écrire, il a fallu que je me replonge aussi dans sa manière d'avoir vécu dans le monde. Ma grand-mère était une femme qui donc est née dans une famille de pianistes et suite à un accident de voiture de sa mère pendant la grossesse, est née avec un doigt en moins. Et donc, ce qui est un petit handicap dans la vie quotidienne, il faut bien le dire, avoir une main avec 4 doigts n'empêche de faire quasiment rien, mais empêche de faire du piano, et donc a été vécu pour elle et pour sa famille comme un handicap extrêmement lourd. Et toute sa vie, elle a été perçue comme une personne défaillante. Et je pense que ça a joué beaucoup aussi dans son rapport au monde. Donc la musique à cet endroit-là a été très importante. Dans l'incendiaire, la musique est présente, mais est présente presque en sens inverse, non plus comme sensibilité, mais comme outil social, puisque le patron d'Alexandra se pique d'être un pianiste émérite et arrivant dans l'usine a comme première action que d'installer un piano dans son bureau pour impressionner et en réalité mettre une barrière entre lui et le reste du monde. Tu parlais de ta grand-mère, je ne sais plus si c'était ta grand-mère ou ton grand-père qui te racontait des histoires. C'est ma grand-mère qui me racontait des histoires. Ouais, donc ce besoin d'avoir, il y a une oralité par rapport au monde, hein, toutes les nouvelles qu'on entend dans Coup de France Inter, autre chose, France Info, tout ça, ces histoires-là qui se passent dans l'incendiaire, c'est notre quotidien. En tout cas, on l'entend, cette chose-là, mais cette nécessité absolue de cette oralité, de vouloir l'écrire, quoi, qui reste quelque chose. C'est quoi, Constance, cette nécessité absolue là? Alors c'est les deux. Je pense que effectivement, ma grand-mère, quand j'étais enfant et quand j'étais avec elle, ce qui était assez souvent, me racontait des histoires qu'elle inventait au fil de l'eau. C'était tout un univers qu'elle avait créé pour moi. Et j'ai pendant longtemps pensé qu'elle n'était que dans l'oralité de ses récits. Et j'ai découvert après sa mort qu'en fait, elle avait écrit énormément de textes, de romans, de nouvelles qu'elle n'a jamais partagées avec personne. Ce qui d'ailleurs est une question qui reste un mystère pour moi, puisque j'ai découvert ça après avoir commencé à écrire. Et quand j'ai publié mon premier roman, ma mère m'a dit « Tu es donc la seule de la famille à avoir osé passer le cap de la publication ». Et j'ai découvert qu'elle aussi avait écrit des textes et que les femmes de ma famille ont toutes raconté des histoires et écrit des livres, mais n'ont jamais osé les faire lire à d'autres que dans un cercle très privé. Donc sans doute que je perpétue cette tradition, que je suis heureuse de le partager aussi, et que ça transforme le rapport à l'écriture. C'est-à-dire que le premier livre, on l'écrit sans savoir si quelqu'un le lira un jour. Une fois qu'on commence à être publié, on sait que des gens vont le lire. Et ce qui me surprend le plus,
peut-être, c'est que cette conscience que j'ai maintenant que les gens vont lire et qui aurait pu m'amener à une plus grande pudeur, en réalité m'amène à être de plus en plus impudique dans l'écriture, comme si ce que je ne savais pas dire à l'oral, l'écrit me permettait, avec le temps, avec la relecture, avec de le poser de manière beaucoup plus sincère. Et sans doute que je suis plus retenue dans mon oralité que je ne le suis dans mon écriture. Bon, 5 ans pour arriver jusqu'à l'incendiaire. Le livre, ça fait 2-3 mois qu'il est sorti. Il y a des rencontres dans des librairies. Il y a des lecteurs, bien sûr, qui ont lu ce livre et qui sont venus vers toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, en fait ? Qu'est-ce qui a été le plus émouvant ? Parce que ce travail, cette traversée solitaire, là, comme ça, et après, il y a des bouches qui parlent. Enfin, il y a des mots qui sortent des humains. Ce qui est le plus émouvant, pour moi, c'est 2 types de retours, en fait, très différents, mais que j'ai eu à de nombreuses reprises. D'une part, des personnes qui se sont reconnues dans à la fois la solitude d'Alexandra, mais aussi son courage à aller au bout de l'alerte. Et les personnes qui m'ont écrit ou qui m'ont dit dans les rencontres qu'elles y avaient trouvé une force pour aller au bout de leur combat, ça m'a beaucoup touchée parce que je pense qu'on a besoin de personnes qui ont ce courage-là. Je ne sais pas si moi je l'aurais. Et puis d'autres personnes qui m'ont écrit avoir pris conscience en le lisant de la violence des regards détournés et de l'importance d'essayer de prendre parfois le temps d'écouter des voix qui, dans leur manière de se présenter, peuvent être perturbantes ou dérangeantes. Donc voilà, si j'ai réussi à travers ce livre, à soutenir certaines personnes, mais aussi à ouvrir à d'autres la conscience qu'on est très souvent dans notre vie sourd à des alertes qui nous sont proposées, j'aurais l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile. Cette manière de se dresser comme ça, est-ce que on est adolescente, on est un peu timide, on est un peu réservé, cette manière de s'affirmer au monde, est-ce qu'il y a eu, c'était l'une des premières questions, mais est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic, quelque chose, une figure féminine ou masculine qui fait que oui, je peux aussi, moi, même, parce que non seulement je peux, mais voilà, cette nécessité que ce livre soit écrit ou autre chose, mais je suis sur Terre, combien de temps, on ne sait pas pour tout le monde. En tout cas, qu'est-ce qu'on va en faire de ces moments-là ? Et en tout cas, qu'est-ce qu'on veut défendre, quoi. Je sais pas, encore une fois, en 20 minutes, j'ai toujours pas trouvé un moment fondateur, mais je vais continuer à y réfléchir. En revanche, je suis habitée depuis toute petite par une très grande intolérance à l'injustice, c'est-à-dire que il y a quelque chose quand je suis face à des situations injustes, souvent d'ailleurs absurdes, parce que l'injustice a quelque chose d'absurde quand on le regarde de près. Je suis prise par une forme d'angoisse et de tétanie, et je n'arrive pas à rester inactive face à ça. Parfois, ça me place dans une situation de détresse, d'ailleurs. J'essaye, en grandissant, de transformer cette détresse en colère ou en engagement. Mais oui, je sais pas, il faut que je retravaille sur l'origine de cette intolérance à l'injustice, de cette détresse. On attendra le prochain roman pour avoir la réponse. Alors, une question que j'avais pas eu le temps de te poser la dernière fois, parce qu'il y avait un train à prendre, là on a un peu plus de temps. C'est une question que je pose tout le temps dans ce podcast, que la Rebelle. Cette question est tirée d'un film, d'un réalisateur polonais qui s'appelle Andrzej Żuławski, qui a fait L'importance est d'aimer, magnifique film avec Romy Schneider et Jacques Dutronc. Et dans le film dans lequel on parle, ça s'appelle La Note bleue. C'est le dernier jour entre Frédéric Chopin et George Sand. Ça se passe à Nohant. Et George Sand était interprété par une femme merveilleuse qui était Marie-France Pizier. Et Żuławski, qui a écrit le scénario, faisait dire à Marie-France Pizier « Quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien à rien ». Toi, Constance, comment tu as traversé ou traverses ces moments, ces vagues, ces creux, ces bourrasques ? Justement, en écrivant, en essayant avec des mots, avec de la justesse et de la sincérité, de remplir ce vide pour créer non pas seulement des histoires, mais aussi
des phrases et les remplir de sensations qui fait qu'on partage. Et la littérature, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est aussi essayer de créer la possibilité d'une rencontre ou d'un dialogue qui ne repose pas sur ce qui est souvent une forme de brutalité dans le monde dans lequel on est, mais au contraire sur de la justesse et de la douceur. Et je pense que la littérature, elle permet ça aussi. Et puis elle permet de ne pas remplir le ciel de quelque chose qui serait univoque. Elle accepte que le ciel, il soit traversé par des nuages, par des rayons de soleil, par de la pluie, par du gris. Et donc le ciel, il change de 1000 couleurs et de 1000 tons, que parfois il soit très beau, que parfois il soit plus inquiétant. Mais la vie, elle est ainsi faite. Bon, on va finir avec ça, avec cette phrase « La vie est ainsi faite ». Merci beaucoup, Constance Rivière, pour L'Incendiaire aux éditions Stock. Merci, Fabien. Nous avons affronté les vents contraires, nous avons lutté, tout nus dans la boue, nous avons marché sur des bris de verre, nous nous sommes frottés aux caresses des fous et pourtant nous sommes toujours debout, nous sommes encore debout. Et nous tenons le coup. Nous avons reçu des jets de pierre. Nous nous sommes battus contre la terre entière. Nous avons perdu tous nos soldats. Nous avons perdu jusqu'au sens du combat. Et pourtant, nous sommes toujours debout. Nous sommes encore debout et nous tenons le coup. Nous avons rampé sous des nuits gelées, les pluies ont rongé nos cieux délavés. Nous avons traversé le pont des noyés, des rêves enragés nous ont déchirés et pourtant nous sommes toujours debout, nous sommes encore debout, et nous tenons le coup. Nous avons couru jusqu'à perdre nos pas, nous n'avons jamais su prendre le bon train, nous n'avons jamais cru que nous avions le choix. Nous sommes devenus des cris dans le lointain et pourtant nous sommes toujours debout, nous sommes encore debout et nous tenons le coup, et nous tenons le coup. Vous avez pu entendre les morceaux choisis par Constance Rivière, qui était Rachid Taha, Douce France, et puis Rameau, un de Galante Forêt Paisible. Et puis mon choix personnel par rapport au thème, l'incendiaire, eh bien c'était Bertrand Betsch avec Les Vents Contraires. L'incendiaire, qui est édité, je vous le rappelle, aux éditions Stock. Alors, pour prolonger ce podcast, eh bien vous dire qu'actuellement, sur Arte, vous pouvez retrouver un documentaire sur Arte Replay tout simplement, eh bien un documentaire qui se nomme ainsi « Qui veut la peau de la lanceuse d'alerte ?» Lourdement sanctionné pour avoir dénoncé de potentiels détournements de fonds, Ouria Ouihammer, reconnue par plusieurs instances comme lanceuse d'alerte, s'est heurtée à un mur judiciaire. Retour sur son parcours de combattante. Voilà, je vous laisse prolonger cette réflexion. Alors, l'équipe A que la Rébelle, eh bien,
elle est composée pour l'entretien. Eh bien, c'était Fabien Eck. Pour la prise de son, Melville Egbelet. Pour la musique, Adrien Desarrojo. Pour le visuel, Stéphane Perrault. Et pour la photo, Philippe Lévy. Que la Rébelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous dit à bientôt.